First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Auditrices, auditeurs, bonjour et merci d'écouter Exquise Esquisse, une émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs et présentée par Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques. Presque chaque semaine, un invité vient nous parler de son parcours et de sa vision artistique. Aujourd'hui, pour ce 7e épisode, je reçois Caroline Attia, réalisatrice de films d'animation et illustratrice. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'avoir trouvé le temps de venir parler de ton travail. De rien. Dans ton planning chargé. On s'intéresse tout particulièrement au parcours de nos invités. Quel est l'arrosoir qui a fait germer la graine de la création ? J'ai vraiment commencé à dessiner à l'âge de 6 ans. Je me rappelle assez précisément parce que il y avait quelqu'un dans ma classe qui dessinait super bien. J'avais envie de faire pareil, mais je savais pas dessiner. Je dessinais très mal. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment me passionner pour le dessin. C'est en regardant ton copain dessiner. Il était très très doué et j'avais vraiment envie de faire comme lui. Et du coup, à partir de là, j'ai dessiné sans relâche et je me suis plus arrêtée en fait. D'accord, donc ça n'a pas été trop une question pour toi de savoir ce que tu allais faire plus tard ? Non, ça a été l'inverse en fait, parce que mes parents voulaient pas que je fasse au début du dessin. Donc c'était la question de mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'autre ? Et quand tu dis au début, c'était à 6 ans ? Non, pas à 6 ans, mais quand il a fallu, quand il y a eu les premiers moments d'orientation, je sais pas, en 4e, 3e, où on m'avait dit bon, le dessin c'est sympa, mais tu feras autre chose de ta vie quand même. Du coup, j'ai commencé à regarder d'autres métiers et j'arrivais pas à trouver de plan B en fait. Pour reprendre les mots de Christine Angot, ça n'a jamais été mon plan B d'être artiste. Effectivement. Mais toujours mon plan A. Voilà. Ok. Donc j'ai pas réussi à trouver de plan B, donc. Donc tu t'es orienté en terminale vers des bacs artistiques. J'ai fait un bac S parce que mes parents m'ont dit bon bah fais un bac S d'abord et puis après tu feras ce que tu veux. J'avais réussi à les convaincre entre temps. Okay. Et donc après j'ai fait une année de prépa à Penningen et puis je suis rentrée ensuite aux Arts Déco à Paris. Où j'étais en section animation. Et juste, pourquoi t'as quitté Penningen pour les Arts Déco ? Parce que ça te correspondait plus ? Parce que en fait, j'allais à Penningen vraiment en prépa pour préparer les concours. Pas pour rentrer dans l'école particulièrement. J'étais très très contente de mon année de prépa là-bas, mais mon but c'était quand même de rentrer soit aux Arts Déco, soit au Gobelin. C'était les deux écoles que je visais en priorité. Pour faire de l'illustration ? De l'animation. C'était vraiment de l'animation. Ouais, j'ai découvert l'illustration un peu plus tard. Aux Arts Déco du coup Aux Arts Déco. J'ai eu une super prof d'illustration en option en 3e année qui s'appelle toujours Cathy Coupry, qui est une illustratrice, une très belle illustratrice jeunesse, qui fait des choses vraiment très intéressantes. Et c'était une super prof et elle m'a vraiment donné envie de raconter des histoires par ce biais-là. Donc, ce que tu as appris principalement aux Arts Déco, c'est comment dessiner. Non, ça, je l'ai plus appris en prépa avant. Aux Arts Déco, on a plus appris à concevoir des projets, à faire la direction artistique de projets et à se débrouiller beaucoup par nous-mêmes, à se prendre en main et à faire des projets, quoi. À faire des films, à faire des livres, à faire des choses comme ça. C'était pas une école extrêmement technique. C'était une école de projet. C'est plus une école où on apprend à être concepteur, à être réalisateur, directeur artistique. Et tu pars à New York à la fin de tes études. Voilà, j'ai obtenu une bourse d'études aux Arts Déco pour partir un semestre à la School of Visual Art à New York, où là, pour le coup, j'étais en illustration. Ah oui, que de l'illustration pendant 6 mois pour compléter par rapport aux Arts Déco. Et tu visais faire l'illustration à New York à ce moment-là. C'était quelque chose. Oui. Moi, je pouvais pas rester là-bas parce que j'avais un visa qui m'interdisait d'en redemander un les 2 années suivantes. Ah oui. Donc je suis revenue en France, mais c'est vrai que si j'avais pas eu ça, je serais peut-être restée là-bas. Parce que la School of Visual Art, ça se fait en plusieurs années. Oui, mais moi c'était un échange vraiment. Donc j'avais une bourse pour faire 6 mois là-bas. Tu sors de la School of Visual Art, tu reviens en France et tu t'es dit que tu allais devenir freelance tout de suite ? Oui. En fait, j'ai travaillé 2 semaines dans un studio d'animation en tant qu'assistante animatrice. Ça s'est pas bien passé du tout. J'ai pas aimé l'expérience non plus. J'étais pas faite pour ça parce que d'une part je venais pas d'une école très technique. T'étais pas faite pour faire animateur Pour faire en tout cas technicienne à ce moment-là, j'avais pas la formation pour et puis je travaillais déjà en freelance en fait en étant aux Arts Déco je faisais de l'illustration pour des magazines, un petit peu de graphisme, des choses comme ça.
Et le fait de travailler 2 semaines dans un... Moi, ce qui m'intéressait, ce que j'aimais bien, c'était animer mes personnages. Donc, commencer à faire les intervalles sur Flash des personnages que d'autres personnes avaient créés, ça m'a pas trop intéressé. Enfin, ça a été un peu compliqué. Ça, c'est beaucoup de misogynie aussi. Ah oui. J'ai eu affaire à ça. Les filles à l'animation, ça n'existe pas. C'était il y a 10-12 ans. C'était 2005, ouais. Ouais, c'est encore le cas aujourd'hui. La misogynie. Ça l'est moins, je l'imagine, mais moi, j'ai moins affaire à ça, mais peut-être parce que aussi, avec l'expérience, quand on est plus sûr de soi aussi, c'est plus difficile. On peut rabrouer plus facilement les gens en face de soi, quoi. Parce que dans les écoles d'animation, il y a quand même une part de femmes. Aux Arts Déco, il y avait plus de filles que de garçons. Et après, dans les milieux professionnels, ça s'inverse. Au Gobelin, je dis pas, à l'époque, c'était quand même très masculin. Il y avait quelques filles, mais oui, ça s'inverse. Et du coup, tu pars en freelance. Tu n'avais pas de rémunération particulière. Il faut trouver des clients assez vite à ce moment-là. Ouais, mais ça s'est plutôt pas mal passé parce que j'avais anticipé. Effectivement, j'avais commencé à bosser en freelance en étant étudiante. Et du coup, j'ai commencé à faire les premiers boulots un peu rémunérateurs que j'ai eus, c'était plutôt du motion design. Donc, j'ai fait des petits films en motion design pour Cartier, des choses comme ça. Et puis, donc, ce que tu appelles motion design, c'est des photos. C'était des photos animées, c'était des mélanges de photos, typo vidéo, presque pas de dessin. Et petit à petit, j'ai réussi à réorienter ça vers plutôt des films d'animation de commande. Un film me permettant ensuite de trouver un autre projet. Enfin, dès que je sortais quelque chose, je contactais quelques personnes et ça, en général, ça s'est assez bien enchaîné, quoi. Tu commençais à faire ton réseau à partir des premières commandes que tu as eues en tant qu'illustratrice. Ça c'est en fait, au bout de 6 mois, j'ai pu partir de chez mes parents en freelance, donc. Et les boulots de motion design, tu as continué à faire ça pendant longtemps avant de commencer à faire de l'illustration, plus de l'animation? Je faisais les deux en parallèle. Dès que je faisais de l'illustration aussi et un peu des films d'animation, mais c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, ça m'a permis aussi en freelance d'arriver plus facilement à en vivre que si j'avais fait que de l'illustration, par exemple, où c'est assez compliqué. L'illustration, je faisais à l'époque beaucoup de presse. C'est pas très rémunérateur, donc il faut en faire vraiment beaucoup. Et encore, c'est mieux que l'édition. Il faut en faire énormément pour arriver à en vivre, surtout en région parisienne. Donc c'est vrai que le fait de faire aussi du motion design, et petit à petit, le motion design s'est transformé en animation. Parce que le motion design, c'est plus rémunérateur que tout ce qui est édition. Parce que c'est pour de la pub, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en faisaient à l'époque, donc moins que maintenant. Il y avait moins de boulot que maintenant en motion design, mais du coup, c'est vrai que ça ouvrait pas mal de portes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça explose un petit peu. Et à quel moment tu commences à faire de l'animation telle que tu le fais aujourd'hui? Parce que tu es plus réalisatrice de films d'animation ou de séries d'animation aujourd'hui qu'à tes débuts, j'imagine. Et donc ce que j'ai fait en motion design, au bout de, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, ça a commencé à se transformer en des films de commande d'animation. J'en ai fait un pour les aéroports de Paris, par exemple, qui passait avec les consignes de sécurité. J'ai dû le faire en 2006, donc pas très longtemps finalement après que j'ai commencé à travailler. Et ensuite j'ai eu un agent aux États-Unis qui m'a fait faire 1 ou 2 pubs en animation. Et voilà, j'ai enchaîné plutôt des petits films de commande, des petites pubs pendant jusque 2011. En 2011, on m'a proposé de réaliser un documentaire animé sur les tapirs, avec pas beaucoup de budget, mais en me laissant beaucoup de temps. Donc c'est un projet que j'ai adoré faire et qui a très très bien marché en festival et qui m'a un peu réouvert les portes des studios d'animation, mais cette fois plutôt en tant que réalisatrice. Et suite à ce projet, on nous a proposé de faire une série qui était un peu adaptée de ça, un développement de série qui s'appelait Casimilo et les légendes du Nouveau Monde, sur lequel on n'a jamais réussi à le vendre à une chaîne, mais on a quand même pu réaliser un court-métrage de 13 minutes. Okay. Et voilà, et à partir de là, j'ai commencé à travailler plus à faire du développement de séries. J'ai pas réalisé de séries pour l'instant parce que les séries sur lesquelles j'ai travaillé en sont restées, hélas, au stade de développement. Mais développer des projets, des séries, des films, des courts-métrages, des spéciaux. Et du coup, aujourd'hui, tu fais moins d'illustrations en tant que telle. Tu édites moins de livres? Ah non, juste, ça fait pas très longtemps que je fais des livres, à l'inverse. En fait, à force de faire du développement de séries de projets de séries originaux, on s'est rendu compte, avec mes co-scénaristes, c'est très très difficile de vendre des idées de séries originales.
Donc c'est là où je me suis réorientée vers l'édition en me disant moi je vais essayer de rentrer dans l'édition de faire d'abord des livres comme illustratrice pour ensuite pouvoir proposer nos projets. Et une fois qu'on les aura édités, on pourra retourner voir ensuite les chaînes pour les vendre comme des projets de série. C'est plus de la création originale, mais de l'adaptation. Deux choses que tu auras créées en amont en dans édition. l'édition. Donc ça fait vraiment... donc en illustration, j'ai fait de la presse à mes débuts. Après, je faisais de la commande en parallèle de l'animation. Et depuis 2016, vraiment, je me suis remise à l'édition. Et j'ai travaillé sur beaucoup de livres depuis 2016. J'avais pas réussi avant à vraiment ouvrir les portes de l'édition. On me disait toujours en édition que mon travail était trop animation, et en animation, on me disait que mon travail était trop illustration. Et quel a été le déclenchement pour qu'un éditeur te prenne Je sais pas, il y a un projet, j'ai fait un premier projet, et le fait de le montrer, il y a des éditeurs qui l'ont vu, qui m'en ont commandé un deuxième, etc. En fait, ça a fait un peu boule de neige, quoi. Ah oui, donc il faut qu'il y en ait un premier qui accepte un projet. C'est la porte d'ouverture qui est toujours la plus dure dans ces milieux-là, et du coup, là, j'en ai fait, en 2-3 ans, j'en ai fait une 12-13, ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, t'avais envoyé à combien d'éditeurs tes projets pour arriver à en avoir un? Beaucoup. J'en avais rencontré beaucoup. J'avais même été très loin avec un éditeur sur le développement d'un projet, et ça s'était pas fait. Enfin, même en sortant des Arts Déco, j'avais 2 projets de livres, des éditeurs intéressés, mais finalement, ils n'ont pas été au bout de l'intérêt qu'ils portaient au projet. Donc, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux pour se faire connaître en tant qu'illustrateur et animateur? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu fake, ou est-ce que vraiment ça sert à faire valoir ton travail? Alors moi, j'ai pas un grand nombre de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Enfin, sur Instagram, je dois avoir 1500 personnes, c'est pas mal, mais c'est pas certains illustrateurs avec 100 000. Mais on sait pas d'où ils viennent, ces 100 000, si ça se trouve. Oui. À la rigueur, sur Twitter, c'est là où j'ai Twitter et Facebook, mais c'est plus parce que je vais aller contacter des gens. Moi, direct, les gens avec qui je veux travailler, ou LinkedIn. Moi, c'est LinkedIn qui m'a fait le plus travailler, en fait. C'est vraiment un réseau social. Mais c'est important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux parce que, en plus, il y a de plus en plus de boulot pour alimenter les réseaux sociaux comme illustrateur. Donc, montrer qu'on sait un petit peu de quoi on parle, c'est pas mal. Et puis, après, c'est vrai que j'y passe pas le temps qu'il faudrait pour alimenter, mais... Faut mieux utiliser son réseau pour aller chercher des éditeurs. Ça dépend pour moi, c'est comme ça que ça marche quand même, d'aller chercher son réseau. Les événements où on rencontre les gens en vrai, il n'y a rien de mieux quand même. Aller dans les salons du livre, le festival d'Annecy, différents événements comme ça, dès qu'on peut le faire, ça c'est... Salon du livre à Montreuil, tu veux dire, ou le salon du livre qui se passe, je crois, se passe ce week-end. Ouais. Montreuil, c'est mieux pour l'édition jeunesse quand même. C'est un plus petit salon, les gens sont plus disponibles. Tu arrives à rencontrer beaucoup d'éditeurs comme ça sur les Oui, il faut prendre des rendez-vous. Moi, je prends des rendez-vous, j'essaie de contacter les gens avant. Bon, maintenant que je travaille avec pas mal d'éditeurs différents aussi, c'est plus simple de rencontrer les gens. Mais au début... Les premières années où j'ai commencé à aller dans l'édition, à partir de 2014-2015, je prenais des rendez-vous 1 mois ou 2 mois avant, et j'arrivais quand même à avoir des rendez-vous, oui. D'accord. Et puis, pour les plus jeunes, il y a aussi les rendez-vous tremplins au Salon du Livre de Montreuil. Sur le site internet, il faut savoir à quelle date ça a lieu, et on peut s'inscrire, avoir rendez-vous avec des éditeurs. Ça, je l'avais fait pas mal au début. Du coup, ça n'avait jamais abouti à quoi que ce soit, mais bon. Ça permet de rencontrer des gens. Peut-être repéré à ce moment-là, et que plusieurs années après, ils ont pensé à toi. Peut-être. J'ai vu que tu avais participé en 2016 à une vidéo avec plein d'artistes plus ou moins connus sur le cancer du sein, de manière bénévole. C'était quelque chose que tu as fait de manière militante, ou plutôt une opportunité de travailler avec plein d'artistes comme Enrique Barón, qui est assez connu en motion design, justement? Non, parce que je savais pas quels étaient les autres artistes. C'était vraiment plus pour la cause, en fait, du cancer du sein, que je trouvais... Enfin, voilà, ça tombait à un moment où j'avais un peu de temps. C'était pas... On demandait de faire 1 seconde d'animation, donc... à la fois parce que la cause me tenait à cœur, évidemment, et aussi parce que c'était une opportunité pour moi de faire quelque chose d'un peu différent, un peu libre. Donc, c'est toujours bien aussi de... J'ai vu, tu travaillais dans les studios à ce moment-là?
quand tu as fait ça ou... En 2016, non, je travaillais, j'étais sur beaucoup de livres. Du coup, je faisais pas trop d'animation et c'était une année où j'avais fait beaucoup plus d'édition que d'animation, donc c'était pas mal. C'était un trou d'air pour... Aujourd'hui, ton statut, c'est quoi en tant que réalisatrice, t'es intermittente ou t'es maison des artistes? Je suis à la maison des artistes. Non, je suis à la maison des artistes. Quand je travaille avec des boîtes de production, je fais un peu d'intermittence, forcément. Parce qu'ils n'ont pas le choix, mais comme je fais beaucoup d'illustrations et du développement, donc en tant qu'auteur, c'est la plupart des choses sont payées en tant qu'artiste MDA. Enfin, je suis vraiment à moitié-moitié entre les activités qui dépendent de la MDA et des AGSA. Bon, ça c'est un peu technique, mais je sais pas trop où me caser, donc je suis à la MDA, je reste à la MDA. Elle devait fusionner il y a quelques années. Alors avant de parler de tes projets, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a vraiment inspiré alors à part ce copain de quand tu avais 6 ans, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu, d'ailleurs, si ça se trouve il fait plus de dessins aujourd'hui. Non, je crois pas. Je suis plus en contact avec lui, mais je pense pas. Ou peut-être pour lui, mais en tout cas, il en a pas fait son métier, oui. Et du coup, toi, pour avoir continué, il y a bien d'autres artistes qui t'ont inspiré, qui t'ont dit, tiens, vraiment, c'est ce que je veux faire. Oui, bien sûr. Dans les artistes fondateurs, il y a eu Claire Wendling. La fameuse. Au moment où elle avait fait la BD Les Lumières de la Malou, donc c'était vraiment quand j'avais 14-15 ans, même un peu avant que je l'ai découvert. J'étais vraiment passionnée par la BD quand j'étais ado, donc je faisais toutes les dédicaces à Paris pour aller rencontrer les artistes, pour leur montrer mes planches. Ah oui. Même quand j'avais 12 ans, j'allais au salon du livre avec ma grand-mère et j'osais pas montrer mes planches, donc elle les sortait pour moi. Et t'as réussi à les montrer à Claire Wendling, alors justement? Ouais, j'avais réussi à lui montrer. Je l'avais même revu 1 ou 2 fois en dehors des dédicaces, avec un copain à moi qui, lui, avait encore plus la niaque que moi, donc qui est devenu un illustrateur très, très, très renommé, qui s'appelle Benjamin Lacombe. Ah oui. Donc, on faisait des cours de dessin ensemble. Donc, on était un petit groupe avec une 3e personne quand j'avais 15 ans, et on s'est tous bien poussés, tous les 3. Parce que c'est vrai que Claire Wendling, c'est quand même une grande inspiratrice d'énormément d'illustrateurs aujourd'hui. Oui. Qui a fait beaucoup d'animations, mais qui reste après Les Lumières de la Malou, elle est restée assez discrète finalement au niveau édition, au niveau c'est sûr. renommée. Donc, elle a fait surtout des carnets de croquis après. Ouais. Elle a fait beaucoup de développement sur des longs métrages, des séries d'animation qui n'ont pas forcément abouti. Et après. C'est une espèce de légende de l'illustration, quoi. Ouais, mais c'est juste, elle a un talent juste incroyable et monstrueux. Non, c'est vrai. Ouais. Qui d'autre? Plus récemment, dans ce que j'ai découvert plus après en me penchant vers l'animation, dans les réalisateurs que j'aime beaucoup, il y a Michael Dudok de Witt, qui a fait Le Moine et le Poisson, Father and Daughter, La Tortue Rouge en long métrage plus récemment. J'aime beaucoup aussi Paul Drissen, qui est un réalisateur, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais canadien, avec un film en particulier qui m'a énormément marqué, qui est The Boy Who Saw the Iceberg, je crois. C'est l'histoire d'un enfant qui, a priori, était sur le Titanic. Et le film est entièrement divisé en 2 parties, avec d'un côté son point de vue et son imagination à lui, et de l'autre côté la réalité. Parfois les 2 se rejoignent, parfois ça se redivise. Enfin, c'est un film j'ai trouvé juste génial. J'aimais beaucoup aussi, j'aime toujours, mais beaucoup Sylvain Chomet. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'animation, avant Les Triplettes de Belleville, c'était le court-métrage qu'il avait fait avant. Ça y est, je vais plus m'en rappeler du titre. La vieille dame et les pigeons. Ça, c'était juste un univers incroyable. Mais je m'inspire. Il y a beaucoup d'autres domaines aussi que l'illustration et l'animation qui m'inspirent. Le cinéma, avec des réalisateurs comme Wim Wenders, Jim Jarmusch. C'est assez contemplatif. Ouais. J'aime bien les choses un peu contemplatives, c'est vrai. Même David Lynch, pour le côté complètement... je pense que la première fois que j'ai accepté de regarder un film de David Lynch, j'ai détesté l'expérience. Mais le film m'est resté en tête pendant des semaines et des semaines, j'ai pas arrêté d'y penser. Donc tu t'es dit, il y avait peut-être quelque chose... Je me suis dit que c'était en fait génial, en vrai. Okay, donc, tu l'as pas revu depuis? Si, je l'ai revu et j'ai revu beaucoup d'autres choses de lui ensuite que j'ai beaucoup aimé. Donc, Ok. Donc aujourd'hui, tu fais beaucoup d'illustrations d'animation. Il y en a un domaine qui te plaît plus que l'autre? Non, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de raconter des histoires par le dessin. Et en illustration, d'ailleurs, tu es auteur ou autrice, d'ailleurs, je sais pas comment. Je commence à... l'année dernière, j'ai édité un album que j'écris.
Là, j'ai un petit roman, enfin, c'est pas un petit roman, c'est une première lecture que j'ai écrit qui va paraître, là, je crois, fin d'année ou année prochaine. Et là, j'ai d'autres projets que j'écris. J'essaye de le faire de plus en plus parce que j'ai des envies d'histoire. Après, voilà, l'écriture, ça s'apprend. Donc, je me forme beaucoup là-dessus en ce moment. En tant que... Je fais des ateliers d'écriture, des cours de scénario, des choses comme ça. Donc, pour l'édition, du coup. Pour l'édition et aussi pour le cinéma, puisque là, j'ai un film qui va rentrer en production, je pense, cet été avec Folimage. Et c'est le premier scénario dialogué que j'ai écrit. Donc, c'est un gros travail. Mais l'expérience m'a énormément plu. La semaine dernière se tenait Cartoon Movie. Oui. Je crois que c'était la semaine dernière. On en a parlé dans le dernier podcast avec Rémi Chaillet. Du coup, Cartoon Movie, c'est un endroit où les auteurs, les producteurs viennent pitcher sur leurs films. Je crois que tu y as pitché un film qui s'appelle The Animals Christmas, avec mon accent. Oui. Le Noël des animaux. Le Noël des animaux, voilà. Voilà, parce que le Cartoon Movie en anglais, donc les titres sont internationaux, mais c'est un peu une anthologie de petits films sur Noël. Moi, j'y participe, je réaliserai un des films. Mais j'ai pas pitché, c'est le producteur qui a pitché. J'ai été pour ensuite rencontrer les personnes intéressées après. Et c'est pas auteurs et producteurs qui sont sur scène? Si, mais là, voilà, là on est plusieurs réalisatrices, on est 5 réalisatrices sur le projet, puisqu'il y a 5 films. Du coup, ça aurait fait beaucoup de monde et donc ça s'est vraiment bien passé. Après, on verra c'est des moments où les gens sont très enthousiastes par les projets, et puis après, il faut qu'ils revoient ça à tête reposée. Il n'y a rien qui est signé au Cartoon Movie, du coup. En tout cas, pour nous, non, mais. Alors, c'est 5 réalisatrices. Et est-ce que c'est un film dont il est important que ce soit des réalisatrices? Non, ça s'est fait vraiment comme ça, en fait. Parce que sur ce que je vois sur Internet, c'est mis en avant que ce soit des femmes qui les réalisaient. Je pense que c'est pas mis en avant par les producteurs. Ouais, c'est les médias, en fait. C'est les médias qui ont mis ça en avant. Ça s'est fait comme ça, en fait, parce que les producteurs n'ont pas particulièrement cherché des réalisateurs. Après, ils cherchaient des films dans un certain univers graphique qui s'adresse à une certaine cible, puisqu'on est sur un très jeune public. C'est 3 à 6 ans, avec une patte très matiérée, avec vraiment du dessin qui soit vraiment présent, de la 2D, mais assez plastique. Et voilà, il s'est trouvé que c'était les 5 projets qu'ils ont retenus, c'était des projets de réalisatrices, mais je pense qu'ils ont demandé aussi à des réalisateurs de pitcher dessus, donc de proposer des idées. En fait, c'est vraiment pour participer à c'est les producteurs qui ont monté le programme avec un distributeur, Little KMBO. Et ils ont contacté différents réalisateurs en leur demandant de proposer des idées de films de Noël. Donc moi, j'en ai proposé 2. Il y en a une qui a été retenue. D'accord. Est-ce que c'est une vraie question on en parlait tout à l'heure, justement, de la place de la femme dans l'animation? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis membre des Femmes s'animent. Et d'ailleurs, je me suis engagée un peu plus dans l'association là, puisque je fais partie du comité des Femmes s'animent. Donc je participe aux réunions et j'essaye de faire une association. Oui. Donc c'est une association de femmes réalisatrices? Non, c'est les femmes dans l'animation de tous les métiers. Tous les d'accord. métiers. Il y a des productrices, des distributrices, des réalisatrices, des techniciennes, vraiment tout. Des scénaristes, des auteurs. Et oui, c'est très important parce que déjà, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices. Sur le court-métrage, il y en a de plus en plus. Mais dès qu'il s'agit de la réalisation de séries, de la réalisation de longs métrages, là, il y en a vraiment de moins en moins. Enfin, il y en a pas de moins en moins, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a, en général, il y a beaucoup de scénaristes femmes. Tout ce qui est production, distribution, ça, il y a beaucoup de femmes. Mais c'est vrai que dans les métiers un peu, les postes à responsabilité dans la production, plutôt côté animation. Ouais, c'est les producteurs qui décident, du coup. Et s'il n'y a pas beaucoup de femmes productrices, est-ce que c'est un problème pour... Non, il y a beaucoup de femmes productrices, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices, chefs animatrices, à ces postes un peu hauts, quoi. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que tu disais sur les écoles, c'est qu'il y a une vraie parité dans les écoles d'animation, d'une façon générale, voire même un tout petit peu plus de filles. Et dès qu'on passe au milieu professionnel, ça s'inverse complètement, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Et il y a des études qui sont en train d'être menées en ce moment par le CNC, qui vont être menées par le CNC là-dessus. Il y a un mouvement dans le cinéma, cette fois le cinéma de façon générale,
Parce qu'il y a eu un mouvement l'année dernière dans la bande dessinée déjà. Oui. Sur, et là, il y a un mouvement, c'est 50-50 en 2020. Ouais. Donc, c'est des actrices, des femmes et tout qui se battent pour qu'il y ait la parité dans le milieu du cinéma. Parce que c'est pareil, dans le cinéma, c'est le même problème, quoi. Ok. En ce moment, tu travailles donc justement avec Folimage, ouais. Tu le disais, sur un court-métrage qui s'appelle Au pays de l'aurore boréale, oui. Qui va donc être produit en juillet. On va commencer l'animatique en juillet, le storyboard animatique. Donc la production, je pense, commencera les décors en septembre, peut-être l'animation en décembre, quelque chose comme ça. Et tu peux nous raconter un peu la vie d'un projet comme ça, un court-métrage. C'est toi qui apportes l'idée au producteur, c'est lui qui l'accepte ou pas. Et ensuite, à partir du moment où il a accepté l'idée, comment ça se déroule? D'accord. Oui, alors là, c'est une très très longue vie, ce projet. Ça fait combien de temps que tu l'as initié? Ce projet, j'ai dû l'initier en 2011-2012. J'ai écrit une toute première version pour Folimage, déjà à l'époque. Donc, écrit un scénario, du coup? J'avais écrit surtout une note d'intention, un synopsis, et fait beaucoup de visuels, parce que je suis très visuelle, donc j'ai commencé par faire des images, forcément. Et je leur avais proposé l'idée, ils avaient bien aimé, mais à ce moment-là, ils développaient un autre projet qui se passait en hiver, qui s'appelait Neige. Donc ça tombait pas très bien. J'ai essayé ensuite de retravailler l'histoire pour en faire un livre, mais ça s'est pas fait non plus. Sur la même idée que si passait en livre, il pourrait être... Pas forcément, parce que c'était une histoire que j'avais envie de mener au bout, et que je me sentais pas forcément encore les épaules d'écrire un scénario. Parce que j'écrivais pas beaucoup à l'époque. Vraiment, d'une façon générale, j'écrivais pas beaucoup. Les films que je réalisais, je passais directement au storyboard pour faire le scénario. J'écrivais le scénario directement de façon visuelle, ce que beaucoup de réalisateurs font, mais passer par l'écrit, c'est quand même important, surtout quand on veut faire un film dialogué. Et du coup, je l'ai laissé reposer pendant quelques années, en y revenant de temps en temps. J'avais des problèmes dans l'histoire que j'arrivais pas à résoudre. Puis il y a fin 2016, on va dire, j'ai fait une formation de scénario et ça m'a donné plein d'idées en fait. Ça m'a permis de donner des clés en fait pour comprendre ce qui fonctionnait pas. Et c'est quel genre de formation? C'était 3 jours, c'était avec c'était une formation par l'AFDAS avec quelqu'un de chez Pixar. C'était sur le storytelling, donc c'était à la fois storyboard, à la fois scénario, avec les grands principes que tous les scénaristes connaissent, un peu classiques à la Hollywood. Mais moi, comme j'avais jamais fait de formation là-dedans, ça m'a donné des clés qui m'ont permis de me dire tiens, en fait, je crois qu'en faisant ça, c'est ça qui manque à mon film. J'ai pas assez fait ça. Du coup, j'ai réécrit une version que j'ai déposée à une aide à l'écriture au CNC, que j'ai obtenue. Et en parallèle de ça, je l'ai renvoyée à quelqu'un avec qui j'étais en contact chez Folimage, qui l'a lu et qui m'a dit j'aime beaucoup, allons-y. Donc t'as pas retravaillé après le CNC le scénario, tu l'as envoyé directement à Folimage? Je l'ai envoyé même en même temps, en parallèle, une première version. Ah oui. Et du coup, quand j'ai eu l'aide du CNC, à peu près au même moment, ils m'ont proposé une option. On a retravaillé ensemble le scénario, ça s'est bien passé. Puis... C'est plus facile pour le producteur de commencer à t'aider sur le projet une fois que le CNC a financé le truc, ou il l'aurait fait sans l'aide du CNC? Ils auraient pu le faire sans. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une aide du CNC, ça montre que d'autres professionnels ont soutenu le projet. Enfin, c'est toujours un plus. Mais là, je pense que pour le coup, c'était pas une condition sine qua non, puisqu'ils étaient déjà très intéressés avant même ce financement. Disons que comme les courts-métrages, c'est très dur à financer, c'est vrai que si un auteur a déjà un peu d'argent pour faire le développement, ça permet d'être plus souple, de travailler un peu plus le scénario, enfin dans des conditions plus agréables, quoi. De pouvoir consacrer vraiment du temps là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai retravaillé avec la productrice le scénario. Ça c'est vraiment un travail qui a été super intéressant pour moi. Puis en face de moi, j'avais quelqu'un qui me répondait dans la journée, quoi. Donc dans la journée ou le lendemain, j'ai jamais eu ça de ma vie. C'était juste génial. Donc j'avais des retours assez instantanés. Ça a été un peu dur au début parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas à refaire, mais je pense qu'on est arrivé à une version qui, au niveau du scénario, était bien. Je pense qu'elle va beaucoup rebouger, à mon avis, quand je vais mettre les mains dans le cambouis et faire le storyboard et l'animatique. Et alors, tu vises combien de temps d'animation? 12-13 minutes. Et le scénario, du coup, il fait combien de pages? C'est quoi, il en fait 14. C'est 1 minute par page en général? À peu près. À mon avis, je pense que je vais devoir couper un peu dans le scénario. Encore une fois, alors que le scénario est validé, toi, tu dois monter une équipe?
Alors d'abord, eux, ils doivent partir en recherche de financement. C'est la première chose. Donc là, ils sont en attente des réponses des demandes de financement, mais a priori, ils sont plutôt optimistes là-dessus, parce qu'il y a des aides il y a des aides sélectives par projet, puis il y a ce qui s'appelle les aides au programme, où là, ils ont des aides un peu automatiques en fonction de ce qu'ils ont produit les années précédentes. Donc moi, ils m'ont plutôt mis sur quelque chose comme ça, donc je crois. Donc voilà, on va voir, mais a priori, là, on est là. Du coup, il faudrait que je fasse le storyboard cet été pour que ce soit fini en septembre, et on montrera les équipes. Le gros du travail se fera à Valence, dans leur studio, donc on va voir comment on va gérer ça. Il faut que j'en discute encore avec eux, mais la production, après, elle va prendre, je pense, 1 an et demi. 1 an et demi Oui. Pour faire 12 minutes Oui, parce que je pense que ça va être fait entre différentes productions. Enfin, je sais pas exactement, mais oui, ça prend de toute façon, d'une part, l'animation, ça prend du temps. Ouais. Et comme ce sera pas des grosses équipes, il faut que les animateurs aient le temps de faire les choses bien. D'accord. Et c'est quelque chose que tu avais déjà fait sur Quasimodo. Oui. Du coup. Et là, tu avais monté, pareil, scénario, storyboard ou... Là, pour le coup, j'ai pas écrit. Je suis pas auteur dessus du scénario. Donc, moi, j'étais auteure graphique et réalisatrice. Donc, les deux co-autrices, les deux co-scénaristes ont écrit un épisode avec le producteur. Et à partir de là, j'ai fait le storyboard et puis ça s'est fait en équipe. La production a été assez rapide. Ça s'est fait en 9 mois. Donc... 9 mois, oui. Ouais. Et l'animation 13 finale, minutes. 13 minutes, ouais. Ah oui, du coup, c'est envisageable de faire encore 12 minutes en... Oui. moins d'un an et demi. Mais après, ça dépend des ressources, de l'équipe qui sera présente. Et aussi, là, la technique d'animation sera un peu plus complexe puisque ce sera de l'animation traditionnelle digitale. Alors que sur Quasimodo, c'était de l'animation flash. Ah oui, d'accord. Donc, à la main, justement... Enfin, sur TV Paint donc dessiner image par image à l'ordinateur, mais... Ouais, c'était une de mes questions. Comment est-ce qu'on fait de l'animation aujourd'hui? Est-ce qu'on utilise encore le papier ou est-ce que c'est essentiellement digital? Il y a quelques réalisateurs qui utilisent encore le papier. En fait, il y a plein de techniques différentes. Pour les courts-métrages, en tout cas, il y a toutes les techniques directes sous caméra. Par exemple, la peinture sous caméra, on va peindre image par image. On peint une image, on la filme, on repeint par-dessus. Donc c'est encore des techniques traditionnelles qu'on utilise encore aujourd'hui? Mais il y a de moins en moins d'animation. Il y en a encore, mais de l'anime tradi dessiné image par image sur papier. En général, maintenant, on passe par le numérique. C'est beaucoup plus agréable pour travailler. Enfin, ça permet quand même d'avoir un retour direct de ces animations, de pouvoir voir plus facilement les images en dessous, au-dessus, de les flipper. Ouais, aujourd'hui, digitalement, on peut reproduire en plus les effets de brosse, peinture. Oui, puis surtout quand c'est des films plus classiques, cartoon, où t'as vraiment pas ces effets-là, en fait, où c'est des aplats avec des contours noirs. Si on regarde sur Vimeo, d'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs qui font des films grandeur nature où ils filment des scènes qui peignent image par image. Enfin, il y a une espèce de mode du DIY, enfin, fais-le toi-même, qui est assez marrant. Du coup, on revient pas mal des choses fait main, on sort Bien sûr. Peu du digital. Et du coup, toi, tes techniques de prédilection en ce moment, c'est plutôt digital. Oui. Ouais. J'ai commencé par faire mon film de fin d'études, c'était du pinceau sur papier. Hein. Donc, 7 minutes 30 d'animation tradi en pinceau sur papier. C'est long, du coup. C'est long, ouais. C'est long. Ça t'a pris combien de temps de faire ça? 1 an. 1 an? Ouais, 1 an. Donc à plein temps ouais, on avait toute une année pour faire notre film de fin d'études. Et après, j'ai fait certains films de commande comme ça aussi, mais bon, c'est vrai qu'après, une fois qu'on passe au digital, c'est difficile de revenir en arrière. Enfin, pour moi, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais, ce film de 7 minutes 30, t'aurais pu le faire en 6 mois? Non, je pense pas que ça aurait beaucoup changé au niveau du temps, parce que c'est plutôt pour les phases un peu pénibles où il faut filmer image par image tous les dessins, les tester, mais il y a le côté agréable de dessiner au pinceau sur du papier, ça c'est quand même un vrai plaisir. Donc... Alors, il y a un livre il y a quelques années qui est sorti qui s'appelait Becoming a Successful Illustrator, toujours avec mon super accent, de Derek Brazey et Joe Davis, où tu écris un article. Mais tu l'as écrit il y a un peu longtemps, mais tu parlais d'avoir des talents de business woman ou businessman dans le milieu de l'illustration et de l'animation. Même si tu t'en souviens pas très bien, est-ce que tu peux développer un peu cet aspect? En fait, en tout cas, quand on décide de faire comme moi, d'être freelance, on est à la fois auteur, mais on est aussi indépendant. Donc ça veut dire qu'on est une entreprise individuelle.
Et je pense qu'il faut se considérer comme tel. Donc ça veut dire qu'il faut d'une part connaître ses droits et ses devoirs par rapport à la fiscalité. Pas se plaindre parce que on m'a enlevé des charges de ce que je gagnais ou je dois payer des charges. En fait, c'est normal, mais il faut juste... il faut apprendre, il faut le savoir dès le début pour pas se retrouver avec des mauvaises surprises. Typiquement, là, t'en parles maintenant, donc mais en ce moment, il y a des charges supplémentaires qui sont ajoutées aux auteurs depuis un an. Oui, il y en a beaucoup. Là, ça commence à faire un peu beaucoup. Ouais, on est d'accord. Okay. La retraite complémentaire obligatoire qui est passée d'une retraite où on pouvait mettre ce qu'on voulait à 8% d'ici un an ou deux. Du salaire, du coup, ça a réduit du bénéfice, ça fait un gros... Mais après, c'est de l'argent qui est censé aller à la retraite. Donc, c'est pas non plus... c'est pas quelque chose qui va être payé pour rien. La retraite, quand on est artiste-auteur, elle est très très basse. Même si on a cotisé au plafond pendant toutes les années maximum. Donc là, je crois que ça permettrait pratiquement de doubler sa retraite. Oui. Voilà, du coup, revenons au côté donc, business. sur le coup, voilà. Et c'est important. Et du coup, c'est aussi important de penser à son image, de penser et d'essayer d'être toujours de pas se rester sur ses lauriers, de se former constamment pour pouvoir progresser, de s'ouvrir des nouvelles portes quand on sent que ça coince un peu là, que le travail se raréfie dans un côté. Et passer du temps à faire sa promotion, à contacter des nouveaux clients, à travailler l'image qu'on donne de son entreprise, à communiquer autour de ses projets. J'ai vu justement que tu venais de changer ton site web en ligne. Enfin, je regardais hier matin et hier soir, il avait changé. Ah bon ? Il me semble. Non, je l'ai changé. Non, je l'ai changé il y a un an. Ah bon ? Ouais. Je sais pas, il y a un truc qui a changé entre hier matin et hier soir. Ah bon, pourtant j'ai pas touché. Ok. À voir, alors à vérifier. Ouais. Mais du coup, t'estimes à combien de temps le temps que tu passes à tout ce marketing en pourcentage très grossier? En fait, ça dépend de ma quantité de travail en parallèle, mais en tout cas, quand tu y passes moins de temps. Évidemment, j'ai pas le temps. Surtout que j'ai une fille. Maintenant, j'ai une petite fille, et donc j'essaie de consacrer une grande partie de mon temps libre à ma famille. Trouver un équilibre, mais en tout cas au début il faut y consacrer facilement 50% de son temps quand on commence. Et notamment quelque chose, c'est l'importance aussi de développer des projets personnels pour pouvoir parce que quand on commence à faire du travail de commande, on va forcément nous demander la même chose que ce qu'on a fait avant. Donc si on a envie de faire des choses un peu différentes, il faut montrer qu'on sait les faire. Donc je sais qu'au début, comme j'avais vraiment envie de réaliser des films de commande en animation, que je faisais plutôt du motion design, dès que j'avais l'opportunité, je faisais des petits films de 15 secondes, 30 secondes, des identités télé, des petites pubs, des choses comme ça, pour alimenter ma bande démo, pour dire « Ah, regardez, j'ai fait ça en plus ». Ouais. Et par exemple, l'Aurore boréale, c'est quelque chose que tu considères comme un film, un projet personnel, qui est devenu un projet bientôt produit. Là, c'est encore autre chose. C'est après avoir fait pendant 7 ou 8 ans que de la commande, il y a un moment où ça devient un peu fatigant. On a envie aussi de faire des choses pour soi. Et pendant ces 7-8 ans où tu faisais que de la commande, tu faisais en parallèle aussi des projets perso, du coup? Pas trop, en fait. Parce que au bout d'un moment, ça tournait vraiment bien, donc j'avais beaucoup de travail. Et puis, il y a eu ce film sur les tapirs qui a vraiment marqué un tournant pour moi, qui m'a permis un peu de voir que je pouvais faire... ça m'a ouvert vraiment des portes pour refaire des projets perso. Je me suis dit, c'est le moment d'essayer de développer des choses plus personnelles. Et du coup, j'ai essayé de rééquilibrer mon temps, toujours en gardant des choses de la commande, mais en laissant un peu plus de temps pour faire du développement de projet, avec dans l'idée, bien sûr, que ça puisse se réaliser. Donc, soit des projets de séries, soit des projets de livres, ou des projets de films, mais dans le but que ça devienne des vrais projets, quoi, plus des projets perso. C'est ce qui est arrivé avec Aurore boréale. J'ai un livre que j'ai écrit, les livres que j'ai écrits qui sont sortis, c'était des projets perso aussi que j'ai réussi à mener jusqu'à un éditeur. Et à terme, d'arriver à les livres que je fais, c'est plus que des livres soit que j'ai écrits, soit dont on m'a confié les textes et où je suis vraiment tombée amoureuse des textes. Et tu as des projets de les animer, du coup, maintenant qui sont... pourquoi pas après. Après, il y a aussi l'idée de faire toujours des nouvelles choses, donc
Parce qu'au départ, tu faisais les livres pour que oui. des projets. Mais parce qu'on a des projets, il y a des projets en particulier auxquels on pense, qui sont plutôt des projets de série. Ouais. Maintenant, vu que ça marche bien, tu serais plus encline à faire du projet de série tout de suite plutôt que commencer par le livre. Ah non, ça pour la série, je pense que c'est toujours une bonne idée de passer par le livre. Ah oui. Oui, c'est vraiment compliqué de faire de la création originale, puis pour peu qu'on veuille développer des choses un peu différentes que ce qui est assez mainstream, il vaut mieux quand même arriver à prouver que ça peut avoir un peu de succès en librairie. Le format série, c'est un format que tu affectionnes particulièrement par rapport au court-métrage ou au long-métrage? Après, non, pas forcément. Enfin, je trouve que ma réentrée dans les studios d'animation s'est fait par ce biais-là. C'est un format qui est vraiment intéressant parce que ça permet de développer les personnages, les histoires sur du beaucoup plus long terme. Surtout quand on arrive à faire des choses un peu feuilletonnantes, ce qui n'est pas forcément encore beaucoup le cas en animation, mais avec l'arrivée des nouvelles plateformes, Netflix et tout ça, ouais, c'est quelque chose qui est en train de se réouvrir même en animation. Donc c'est vrai que d'un point de vue de l'histoire, ça amène des choses vraiment très très riches. Faire attention à pas tourner en rond, mais on peut vraiment développer sur du plus long terme. Donc, en fait, je pense que chaque format est très intéressant. Là, le court-métrage, pour moi, c'est aussi peut-être une porte avant d'aller vers un format plus long, sur de l'unitaire, du long-métrage ou du spécial. Spécial, c'est quoi Spéciaux, c'est des films unitaires pour la télévision qui font 26-52 minutes. Ok. Tu disais que tu continuais, t'invitais les gens à continuer à se former. Du coup, est-ce que toi, tu continues à te former? Tout à l'heure, tu nous parlais de scénario. Oui, en ce moment, je fais beaucoup ça. Tu te formes beaucoup au scénario en ce moment? Ouais, formation, écriture, scénario. Je profite de l'AFDAS. On a quand même la chance. On a des taxes en plus, mais qui servent à des choses. Par exemple, on a une taxe sur la formation qui existe depuis 5-6 ans, mais qui nous donne accès. Qui n'est pas très grosse, cette taxe. Qui n'est pas très grosse et qui nous donne accès à une somme assez conséquente pour se former dans l'année. Donc, c'est important c'est bien de pouvoir en profiter. Et puis aussi, je donne des cours. Donc ça, c'est aussi une façon de se former. Puisque quand on apprend aux autres, finalement, on apprend beaucoup sur sa façon de faire et on est obligé de redépoussiérer un peu tout régulièrement. Les élèves t'apprennent aussi des choses en retour. Oui, puis en leur montrant des choses, en corrigeant des storyboards, par exemple, ou en essayant de comprendre pourquoi ça fonctionne pas, et pas seulement sur le point de vue esthétique, mais vraiment de formaliser les choses, de faire des critiques constructives. Finalement, on se rend compte de vraiment énormément de choses. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être invitée par le Festival d'Annecy pour faire un workshop en Chine. Et j'étais en plein sur mon scénario, justement, d'Aurore Boréale, en plein en train de le retravailler. Et le fait de me mettre à tête reposée sur les projets des autres, de voir ce qui fonctionnait pas dans les projets des autres, ce qu'il y avait à corriger, ça m'a donné tellement de clés pour corriger mon propre film, pour me rendre compte de ce qui fonctionnait pas. C'était une expérience incroyable. En fait, j'ai appris au moins autant que les personnes à qui j'ai donné le workshop, quoi. Est-ce que tu as déjà été confronté au manque d'inspiration? Ouais. Avec ta productivité assez énorme, on n'a pas l'impression, mais... Ma productivité, elle vient du fait que c'est de la commande, donc j'ai pas le choix, et quand il faut y aller, mais quand il s'agit des projets perso et tout... je vois tes livres, il y a quand même une quinzaine de livres en 3-4 ans. Mais c'est beaucoup de commandes, des textes qu'on me donne, et quand il s'agit d'illustrer un texte, ça vient relativement vite. Par contre, de toute façon, avant de commencer un projet, j'ai toujours besoin de quelques jours à vide où je pense pas du tout au projet, je le laisse quand c'est de la commande en tout cas, si c'est possible. Quand c'est des charrettes, c'est pas possible, mais j'aime bien avoir quelques jours où je vais rien faire du tout sur le projet. Juste laisser mon cerveau y réfléchir tranquillement, sans mettre la pression, et après c'est plus facile de commencer à m'y mettre. Et de toute façon, en général, au début, je galère toujours. Je suis pas contente de ce que je fais, je trouve pas ce que je veux. Je vais jamais y arriver. C'est d'échanger avec des collaborateurs, des gens avec qui tu travailles. Je crois que tu travailles dans un atelier. Oui, du coup, il y a à la fois ça, et puis il y a aussi se laisser le temps. Ouais. Si c'est possible. Si c'est possible. Mais en tout cas, apprendre à déstresser par rapport à ça et faire d'autres choses. En général, je travaille sur plusieurs projets en même temps. C'est ce qui fait que ça me permet, dès que je bloque sur l'un d'entre eux, d'aller sur un autre projet où je suis plus avancée, où je sais déjà à quoi ressemblent les illustrations, j'ai déjà ma gamme de couleurs, j'ai déjà les designs, donc c'est plus qu'à faire. Et... T'as pas trop le temps de procrastiner, quoi. Quand j'ai le temps de procrastiner, je procrastine vraiment, je me repose et je fais d'autres choses. Et quand il s'agit d'écrire des histoires quand il s'agit vraiment de création de projets perso, là, oui, la page blanche, elle arrive. Mais dans ce cas, il faut penser à autre chose, il faut faire complètement autre chose, quoi, et laisser reposer tout seul. En fait,
Il n'y a pas de mystère, on a besoin de temps, quoi. La création, ça a besoin de temps, ça a besoin de mûrir. Bah, on voit les projets que tu fais, d'animation, ils peuvent être à très long terme. Genre Exactement. 7-8 ans. Mais ça permet aussi au scénario de mûrir. Et puis on se rend compte si on a toujours envie, au bout de, par exemple, si on laisse pendant 6 mois de côté un projet, si au bout de 6 mois on n'a plus envie de le faire, c'est que l'histoire était peut-être pas, il n'y avait pas ce qu'il fallait dans l'histoire pour qu'on le mène à terme. Ça t'est beaucoup arrivé, ça, de au laisser début, tomber ouais. un projet? Ouais, ça m'est beaucoup arrivé au début, vraiment. Et ces projets, ils sont vraiment complètement tombés à l'abandon ou t'as repris quelques bribes Ça m'est arrivé de reprendre quelques bribes, mais il y a des choses qui sont vraiment tombées à l'abandon qui n'étaient pas de très bonnes idées, en fait. Et alors, quand les projets sont aussi longs, quand est-ce que tu sais qu'il est fini? Ah bah une fois qu'on rentre en production... Ouais, mais avant que tu rentres en production, le terme fini est peut-être pas... Non, mais il est jamais fini. Tant qu'il n'y a pas un animatique, c'est pas fini. Un scénario... Ouais, c'est ça. Mais du coup, l'animatique, tu peux le retravailler pendant encore des années. Non, parce que l'animatique, on rentre en production et je commence à faire l'animatique que... Ah oui, quand tu as commencé l'animatique, tu es déjà en production. Voilà, oui. C'est le début de laisser après-prod, mais un moment, après, voilà, c'est bien aussi d'avoir des deadlines, de se fixer des dates, de se dire à tel moment j'ai fini. Bon, et après, de toute façon, le film parfait n'existe pas. Enfin, chaque film sera, on l'espère, meilleur que le précédent, quoi. Mais sinon, effectivement, on peut ne pas s'arrêter. C'est bien d'avoir... De toute façon, c'est très difficile de créer sans des contraintes, je trouve. Donc, quand on est sur une production, à tel moment, il faut que l'animatique soit terminée pour commencer l'animation. Et c'est quoi la journée type d'un réalisateur d'animation au moment où tu rentres en production, du coup, puisqu'avant, on a compris que tu faisais beaucoup d'écriture. Eh ben, ça dépend de la phase mais par exemple, quand on est en pleine animation, alors je vais parler de comment ça se passait sur Quasimodo parce que chaque film est différent. Donc les animateurs là j'animais pas du tout, les animateurs font des animations. Moi pendant ce temps, soit j'étais en train de finaliser les décors, soit je prépare les plans pour les animateurs, soit donc à partir des scènes d'animatique, mettre les personnages dans les scènes pour être animés, mettre la bonne durée, remettre les voix. Et après, je récupère les plans qui sont terminés pour les passer en compositing aussi, pour les remettre pour les remplacer dans l'animatique, j'ai vu contrôler. Que tu faisais un gros travail de compositing. Ouais. Du coup, je le faisais au fur et à mesure. D'accord. Comment est-ce que tu vois ton avenir dans 10 ans ou, est-ce que tu veux, je sais pas, faire du long métrage? Ouais, j'aimerais bien, évidemment. Évidemment, comme beaucoup de réalisateurs, même s'il y a encore quelques années, je disais le long métrage, c'est pas pour moi. On prend un peu d'assurance en faisant des choses un peu plus longues et on se dit c'est chouette, mais ça aurait été bien que ça dure encore, qu'on puisse développer une histoire au long cours. Après, un long métrage, je l'écrirai pas. Ou alors je le coécrirai peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, en l'occurrence, c'est quand même un boulot énorme et très technique et j'ai pas du tout encore le niveau en termes de scénario pour y aller, donc peut-être en coécriture, peut-être si j'ai une idée originale qui est ensuite écrite par des... Bon, enfin, on n'en est pas là, de toute façon. Avant de faire un projet de long métrage, déjà, ce court métrage là, je pense qu'il va être pour moi un peu un pas. J'ai pitché un projet de long l'année dernière à Annecy, mais pour l'instant, il est un peu en stand-by, que j'ai pas écrit. Non. T'as apporté J'ai apporté le style graphique et l'idée c'était que je fasse l'arrière. Donc, mais là, voilà, premier pas, c'est de faire ce film-là. Et à terme, moi, j'aimerais bien réaliser un long ou deux, enfin, si ça marche bien. Et est-ce que tu aimerais que tes longs métrages restent dans la postérité? Qui répondrait non à ça? Je sais pas. Mais ça, c'est pas à nous de le décider. Est-ce que c'est la connexion qui va être faite avec le public? C'est un peu hors des mains du réalisateur. On fait tout quand on fait des films, pour qu'ils soient le mieux possible. Mais après, il y a tellement d'autres facteurs qui font que ça marche ou pas, que c'est vu ou pas. Bon, j'en suis pas encore là. Déjà, j'aimerais bien réaliser un long métrage un jour, mais déjà faire mon film et puis après on verra sur la suite. Et la réussite, du coup, c'est quoi pour toi? Ça représente quoi? La réussite, ça représente arriver à faire ce qu'on aime et en vivre correctement. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Après, la rencontre avec le public, c'est encore mieux, mais déjà, si on arrive à se faire plaisir tous les jours en allant au travail, et arriver à trouver un équilibre aussi parce qu'il n'y a pas que le boulot, donc
La vie de famille, oui, le travail. La vie de famille, le reste, les voyages et tout ça, parce que ne serait-ce que parce que ça nourrit la création en fait. Si on vit pas, à un moment, on tourne en rond au niveau de la création aussi. Tu voyages beaucoup alors? Moins depuis que j'ai ma fille, mais oui, en tout cas, j'aimais beaucoup. On voyage beaucoup, je trouve que ça donne beaucoup d'inspiration, ça fait des respirations aussi. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer là-dedans et qui n'ose pas trop? Parce qu'en fait, en réalité, on a tous un peu le syndrome de l'imposteur. Oui, bah moi aussi, enfin, oui, tous. Bah de toute façon... Donc il faut se lancer, quoi. Bah oui, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut que ce soit une nécessité. Moi, c'était une nécessité, je n'avais pas le choix de faire d'autres choses. À un moment, j'ai commencé à étouffer en faisant que de la commande, même si j'aimais bien ça, mais je sentais que j'allais pas au bout de ce que je pouvais faire, quoi. Donc c'est vraiment une nécessité, c'était un besoin. Et je pense qu'à un moment, il faut pas trop se poser de questions et commencer par faire des films qu'on peut faire tout seul. Hein. Faire des petites choses qu'on peut faire toute seule, se mettre des barrières pas trop hautes, pas se dire je vais réaliser un long métrage tout seul dans mon coin, ça forcément, y en a qui le font et qui le font bien. Mais commencer par faire des petits films de 2-3 minutes. C'est Lao Tzu qui a dit qu'un voyage de 1000 lieues commençait toujours par un premier pas. Bah voilà. Donc même si ça a l'air trop grand... Non, mais peut-être commencer par faire un teaser. Ok. Et alors, ma dernière question, est-ce qu'il y a un livre ou un film, un objet culturel qui t'a particulièrement inspiré ces dernières années ou ces derniers temps, auquel tu penses là tout de suite? Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, comme ça, dans les films qui m'ont vraiment marqué dernièrement. Enfin, dernièrement, ça commence à faire un petit bout de temps. Tout en haut du monde, on en discutait tout à l'heure. Hein. Ma vie de courgette. Ah oui. Dans les films d'animation. Ouais. Pour les dialogues. Les dialogues de ce film sont juste incroyables. Ouais, en tant que scénariste, du coup, tu fais beaucoup plus attention au dialogue maintenant. Oui, après, je me considère pas comme scénariste non plus. J'ai écrit un court-métrage. Je suis en train d'en écrire un deuxième dans le cadre du projet Noël des animaux, mais c'est petit pas. Hein. Tu exprimes ton syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est ça. Non, mais par rapport à Bon, je crois que pour faire partie de la guilde des scénaristes, il faut avoir écrit 60 minutes de films diffusés en télé. La guilde des scénaristes. Voilà. Il y a une guilde qui existe. Il y a une guilde des scénaristes, oui, pour défendre les scénaristes. Mais je crois qu'on a reçu un scénariste, Thierry Gaudin, qui en parlait justement. Ouais. De la guilde des C'est un syndicat pour les scénaristes et c'est bien qu'il y en ait. Il y a une association qui défend les auteurs d'animation de façon plus large qui s'appelle la GRAF. C'est pour à la fois les réalisateurs, les auteurs graphiques et les scénaristes. Et il y a la guilde des scénaristes. Il y a la charte des auteurs illustrateurs jeunesse pour la littérature jeunesse, qui a beaucoup fait parler d'elle dernièrement avec l'histoire du salon du livre qui ne voulait pas rémunérer les conférences des auteurs jeunesse et des auteurs tout court. Okay. Et c'est bien qu'on ait des associations comme ça qui nous défendent un peu. Et du coup, rentrer dans la guilde des scénaristes, pour toi, c'est... Non, moi, Non, c'était juste à titre d'exemple pour montrer ce qui était considéré comme un scénariste professionnel, mais c'est pas mon but, non. De toute façon, j'ai envie d'écrire les histoires que je mettrai en scène. J'ai pas envie d'être scénariste... Par exemple, qu'on m'appelle, on me dit « Tiens, j'ai telle série, est-ce que tu veux écrire un scénario ?» d'un épisode. Ça, c'est pas un but pour moi. T'es auteur ou autrice encore, parce que je sais toujours pas. On peut dire ça. Auteur, autrice, tout me va. Caroline, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Bah écoute, merci de m'avoir reçu. Je te souhaite plein de bonheur pour tes films. Merci. Et au revoir à tous mes auditeurs et auditrices. Au revoir. You know me. You know me. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. You don't understand. I absolutely refuse